paysage vallonné, bordé de collines boisées. Sur un sommet, un groupe de maisons. Sur un autre, une petite ville. Dans le vallon, entre les feuillages, une cascade aménagée sur une rivière. À droite, sous un bouquet de chênes, s'avance un berger. À gauche, le tronc d'un chêne surplombe un bassin. Une femme nue s'appuie de la main droite à la margelle. De la main gauche, elle tient une carafe de cristal. Au centre, 3 personnages sont assis sur l'herbe. Une autre femme nue a le visage tourné vers la droite. Elle tient une flûte. Un jeune homme aux cheveux clairs très frisés penche la tête vers sa droite. À côté de lui, un autre jeune homme aux cheveux longs et noirs joue du luth. Le tableau peint à Venise au début du XVIe siècle réapparaît plus d'un siècle et demi après son exécution. Il figure alors dans la collection d'Eberhard Tiabach, un banquier d'origine allemande, naturalisé français, directeur de la Compagnie française des Indes orientales. De mauvaises affaires contraignent le banquier à se dessaisir de sa collection. En 1671, Colbert fait acheter pour le compte de Louis XIV 101 tableaux et plus de 5000 dessins. Premier peintre du roi, Charles Lebrun dresse en 1683 l'inventaire des 426 tableaux appartenant alors au monarque. Le concert champêtre y figure sous le numéro 205 avec le titre de Pastoral et une attribution à Giorgione. Les toiles étaient souvent intégrées dans des lambris et donc agrandies ou diminuées selon les circonstances. Placé dans les appartements du Grand Dauphin à Versailles, le concert champêtre décore le salon doré entre un Raphaël et un Titien. À la mort de Louis XIV, le tableau est emporté à Paris dans l'hôtel particulier du duc d'Antin, fils de Madame de Montespan. Il revient à Versailles en 1736. Il est alors mis en dépôt dans les réserves de la surintendance du château. Il est envoyé au Louvre en 1792. Il est toujours attribué à Giorgione, mais désormais sous le titre « Concert champêtre ». Le tableau devait mesurer 1,05 m sur 1,36 m environ. En 1683, il mesure 1,30 m sur 1,46 m. En 1709, 1,21 m sur 1,69 m. Il fut ensuite réduit. Il est exposé aujourd'hui sous une vitre de protection anti-reflet et avec un cadre Renaissance italienne qui cache les restes de ses agrandissements en haut et à droite. Le concert champêtre est un des tableaux les plus célèbres du Louvre. Il est aujourd'hui attribué à Titien. C'est l'un des exemples les plus frappants de changement d'attribution d'un grand maître à un autre. Les peintres vénitiens sont les premiers à faire usage de la toile tendue sur un châssis, mode de support qui se généralise vers la fin du XVe siècle. La toile était préparée à l'aide de gesso, enduit blanc composé de gypse en poudre, mêlé à de la colle animale. Cette couche était teintée en brun ou en brun rouge, de façon à obtenir une surface neutre, l'imprimatura. Sur l'imprimatura, une esquisse sommaire était tracée, le plus souvent au pinceau, à l'aide d'un pigment un peu plus foncé. Puis la composition était ébauchée de façon fluide, à l'aide d'un blanc ou d'un gris très clair. Les ombres étaient laissées en réserve dans la teinte du fond. Cette couche, le dessous, avait une grande importance. Lorsque le dessous était bien sec, le peintre appliquait sur certaines surfaces de minces couches de pigments purs très dilués dans l'huile et transparents.
La teinte finale était produite par accumulation de ces films translucides ou glacis. Différents tons de rouge étaient obtenus à partir d'un même pigment en faisant varier le nombre des glacis. Il pouvait y avoir ainsi des dizaines de couches successives formant une sorte de prisme. C'est la réflexion de la lumière sur la sous-couche très claire du dessous qui crée cette luminosité si particulière avec ses effets de transparence, de profondeur, de reflet. Le peintre finissait son tableau en équilibrant toutes ces teintes. Les glacis étaient réservés aux tissus, aux carnations, aux bois et aux métaux. Et bien entendu, la plupart des autres surfaces étaient peintes en pleine pâte et avec des pigments opaques. Le concert champêtre est couvert d'un vernis épais qui a jauni et s'est encrassé, brunissant les corps et faisant se confondre les bleus et les verts. La gamme de couleurs perceptible est cependant simple et claire, assez proche de celle qu'on observe dans plusieurs œuvres de jeunesse de Titien. L'habit rouge du joueur de luth rassemble autour de lui les autres couleurs de la toile. Ce rouge entre en résonance avec le vert cru des prairies, avec le vert plus sombre des arbres, avec le bleu du ciel, avec les éclats blancs de la carafe ou des chemises, enfin avec les ocres et les roses des carnations féminines. La lumière vient de la gauche, un peu en arrière du spectateur. Elle frappe la margelle du bassin. Elle touche aussi la colline du second plan, et les têtes sombres des deux jeunes gens se détachent sur un fond clair. Mais ces modulations ne sont jamais des oppositions tranchées. Par endroits, le clair et le sombre s'opposent. Un peu plus loin, ils se fondent. Même principe pour le berger qui passe d'une prairie claire à l'autre en contournant le bosquet d'arbres sombres. Enfin, la lumière éclaire le côté gauche des maisons et dore les feuillages. C'est selon toute vraisemblance une lumière de fin d'après-midi, l'été. Si le concert champêtre a été longtemps attribué à Giorgione, c'est qu'il présentait de multiples affinités avec d'autres œuvres du peintre vénitien. Le crépuscule, les trois philosophes, la tempête. Ces tableaux forment des compositions énigmatiques dont les sujets cachés divisent les spécialistes, comme le font plusieurs œuvres de Titien. Giorgione accorde une très grande place au paysage, qui participe d'une sorte de méditation philosophique et poétique, thème qu'on retrouvera aussi dans bien des œuvres de Titien. Enfin, Giorgione met lui aussi en scène des bergers, des musiciens et des femmes aux formes rondes. Giorgione et Titien collaborent en 1508 aux fresques de la façade du Fondaco dei Tedeschi à Venise. Giorgione a 31 ans, Titien une vingtaine d'années. Giorgione meurt en 1510, sans doute lors d'une épidémie de peste. Peut-être, comme le veut une tradition, Titien achève-t-il certaines toiles laissées dans l'atelier. Mais plusieurs tableaux longtemps attribués à Giorgione ont finalement été rendus au jeune Titien par la plupart des historiens. Suzanne et Daniel, la Vierge à l'enfant avec Saint Antoine et Saint Roch, le concert. Le cas de la Vénus endormie est plus complexe. Le rocher et la silhouette de la femme seraient peut-être de Giorgione. On sait par des témoins que Titien peignit avant 1525 un petit Cupidon, aujourd'hui recouvert, et un paysage. Titien réutilise ce même paysage dans Noli me tangere, et aussi dans l'amour sacré et l'amour profane, mais inversé et augmenté d'une tour.
Cette Vénus endormie occupe le plus grand espace possible du tableau. Courbes et rondeurs sont en harmonie avec celles du paysage. C'est la première manifestation d'un genre pictural qui connaîtra une immense postérité. Titien qui s'attache à la Vénus endormie au point de la paraphraser, ne cessera au cours de sa très longue carrière de revenir au thème de la femme nue allongée devant un paysage. Dès 1919, Louis Urtic a accumulé un certain nombre d'indices en faveur d'une attribution du concert champêtre à Titien. Un dessin du British Museum montre un couple de musiciens. Dans la silhouette de la femme, on reconnaît la flûtiste du tableau. On a observé que la femme n'était pas dessinée avec la même encre. Peut-être s'agit-il d'un dessin préparatoire de Giorgione, conservé par Titien et complété par lui. L'autre partie du dessin porte le style de Titien, qui réutilisera des dizaines d'années plus tard l'agneau endormi dans son Saint-Jean-Baptiste. Le jeune homme blond aux cheveux longs se retrouve dans plusieurs œuvres de Titien, et en particulier dans ses fresques de Padoue, réalisées en 1511, juste après la mort de Giorgione. Il en est de même pour le joueur de luth, dont on trouve une autre figure dans la même fresque, et dont Titien reprendra le profil pour le berger de l'allégorie de la vie humaine. Comme pour un personnage de Suzanne et Daniel. D'ailleurs, le berger, avec ses moutons, est une sorte de signature dans les premières œuvres de Titien. Noli me tangere, l'amour sacré et l'amour profane, la Vierge au lapin, l'allégorie de la vie humaine. L'organisation de l'espace du concert champêtre par plans séparés est très semblable à celle qu'on observe dans les autres œuvres du jeune Titien, comme l'allégorie de la vie humaine, ou encore Noli me tangere, La radiographie montre surtout la toile de rentoilage du XIXe siècle et seulement quelques éléments de la toile d'origine. La densité de peinture est faible. Le tableau a donc bien été composé à l'aide de glacis colorés très minces. Mais sur la partie gauche de la toile, l'épaisseur de pigment est plus importante. La silhouette de la femme debout recouvre une première version très différente. À l'origine, la femme était vue de face, les jambes parallèles, le visage tourné vers le groupe central et le bras gauche levé vers le groupe. Cette silhouette appelle la comparaison avec une autre peinture de Titien, l'amour sacré et l'amour profane. La femme située à droite a une position semblable étant une coupe. Peut-être Titien s'est-il servi du même dessin de base. Mais la silhouette rappelle aussi une gravure de Marc-Antonio Raimondi datant de 1508 et inspirée d'une œuvre disparue de Giorgione intitulée La Primavera, le printemps. Il semble que le premier personnage du concert avait la même forme de tête, le même corps massif, mais des positions exactement inverses des bras. Peut-être même portait-elle de semblables récipients. Et en effet, la radiographie montre dans une position basse
une structure ronde qui pourrait être l'embouchure d'un récipient. Il y aurait donc peut-être là un premier état de la femme debout. Elle tenait dans sa main droite la carafe dont elle versait l'eau sur le sol. Le cliché montre aussi une autre position de la main et de la carafe. Le peintre a donc ramené le bras gauche de la femme vers la gauche du spectateur. En même temps, il a changé l'orientation de la tête qui se tourne maintenant vers la fontaine. Le bras, qui auparavant tenait la carafe, n'a pas bougé, mais la main s'appuie sur la margelle. C'est l'autre main qui a repris la carafe. Cette première position, assez profonde dans le puits, n'a sans doute pas satisfait le peintre. Il a encore élevé l'avant-bras et le poignet en un geste beaucoup plus élégant. Et la tête, une dernière fois, a bougé. À la torsion du buste correspond une torsion inverse des membres inférieurs. La jambe gauche de la femme est passée derrière la droite. Une partie de ces modifications est repérable sur les simples photographies infrarouges. La trace de la jambe gauche d'origine est visible dans l'herbe et sur le bord du vêtement du joueur de luth. Sont aussi perceptibles la position intermédiaire du bras et la seconde position de la carafe. Le même cliché montre un réseau de lignes fines. Le personnage a été recopié d'après un dessin selon la méthode traditionnelle de mise au carreau. Plus fine que la simple photographie, la technique de réflectographie infrarouge permet d'analyser à l'aide d'une caméra vidéo la réflexion de la lumière sur les couches plus ou moins profondes des pigments. Ainsi, on perçoit par endroits le premier dessin effectué au pinceau sur l'imprimatura. Ou encore, on peut observer un repentir dans la position du pied du berger. De même, le peintre a essayé plusieurs positions des doigts de la femme, qui peut-être tenait une coupe avant de tenir la carafe. La seconde position de son bras est elle aussi très visible. Mais la réflectographie ne permet pas de lire ce qu'il y a sous les repeints opaques et n'apporte donc pas d'autres informations sur la position exacte de la première femme nue. Nous sommes sur les hauteurs. Le soleil se couche à gauche derrière nous. Il y a des montagnes à l'ouest et peut-être la mer en face, à l'est. Le paysage représenté est sûrement une région de l'arrière-pays vénitien. Peut-être même la région de Trévise, dont les vallons frais étaient très recherchés l'été par les Vénitiens. Le jeune homme frisé est pieds nus. Il est vêtu d'une chemise simple et d'une veste de cuir. C'est sans doute un berger ou un garçon de la campagne. Le joueur de luth est coiffé d'un béret de velours rouge serré par un lacet noir et assorti à son mantelet. Ce genre de béret apparaît dans d'autres tableaux de Titien. L'habit de soie est teinté au rouge de kermès. Cette couleur était signe de luxe, ainsi que la chemise fine brodée et la coupe de l'habit aux manches bouffantes. Le jeune homme porte des cales et ses chausses bicolores qui sont peut-être le signe de son appartenance à une confrérie, la compagnie de la Calza. Ces groupes de très jeunes gens formaient une sorte d'ordre de chevalerie. Ils s'adonnaient surtout à la musique et accompagnaient diverses manifestations de la vie vénitienne. Le jeune homme en rouge vient donc de la ville et apportait avec lui un instrument de musique fragile et coûteux qui contraste avec la simple flûte pastorale tenue par la femme. Le luth à 5 doubles cordes augmentées d'une chanterelle est un instrument fréquent dans les images vénitiennes de l'époque. Et l'une des deux femmes, quoique nue, porte elle aussi les marques de la mode aristocratique. Les cheveux serrés en chignon par un voile de soie légère retombant sur l'épaule. Mais pourquoi des femmes nues évoluent-elles dans la campagne à côté d'hommes habillés qui semblent les ignorer? Pourquoi la flûtiste est-elle nue et assise dans une position aussi désinvolte? Que fait l'autre femme à l'allure plus noble? Vient-elle de puiser de l'eau ou bien s'apprête-t-elle à en verser dans le bassin, ce qui semble absurde? Il pourrait s'agir d'une simple rencontre bucolique par une belle fin d'après-midi d'été entre deux couples, le premier étant venu de la ville visiter celui de la campagne. Cette explication a toujours paru trop simple aux historiens d'art,
qui ont échafaudé des hypothèses plus complexes. Les deux jeunes femmes seraient des nymphes des bois, invisibles aux yeux des autres personnages, mais montrées au spectateur par le peintre, comme le ferait un poète dans un poème élégiaque. Cela expliquerait donc le geste de la femme de gauche. Les nymphes des eaux remplissaient les sources. Le tableau serait une allégorie de la poésie. Dans la suite de cartes de jeu du tarot dit de Mantegna, imprimé à Ferrare vers 1468, il existe une figure de la poésie. Le personnage assis joue de la flûte d'une main et verse de l'eau dans une source de l'autre main. La figure de la musique est une femme assise qui, elle aussi, joue de la flûte, un luth à ses pieds. La femme à la fontaine pourrait aussi rappeler le signe zodiacal du Verseau, symbole du temps qui passe et de la brièveté des plaisirs. Il a été proposé de voir également dans le concert une illustration des commentaires de Marsile Ficin sur le banquet de Platon. Les deux aspects de l'amour seraient symbolisés par les deux jeunes gens, opposés par leur habillement. Quant aux deux femmes, elles représenteraient la nature double de Vénus, terrestre et céleste. L'une est assise pesamment à même la terre, l'autre s'élance debout sur un seul pied. Et le concert serait en fait une allégorie de l'amour et de la beauté. De nombreuses images astrologiques mettent en scène la double nature de Vénus et de ses enfants, le plus souvent sous forme de groupes de musiciens et de baigneuses à la fontaine. Venise, au début du XVe siècle, devient la capitale européenne du livre imprimé. On édite les classiques grecs et latins, et aussi quelques livres en italien. Les manuscrits étaient rares ou difficiles d'accès. Les livres pénètrent désormais chez tous les lettrés. Beaucoup de tableaux de Titien sont inspirés d'écrits antiques. Le peintre tente de réinventer les tableaux célèbres de l'Antiquité, disparus mais décrits par les chroniqueurs. La Bacchanale des Andriens. Ou encore, il illustre des scènes mythologiques décrites par les poètes et surtout par Ovide. Bacchus et Ariane, Vénus et Adonis. D'ailleurs, Titien retourne la fameuse phrase d'Horace « Ut pictura poesis », la poésie est comme la peinture, et appelle ses tableaux poésiers. Ainsi, le concert pourrait illustrer la légende d'Orphée rapportée par Ovide. Ayant perdu Eurydice à tout jamais, Orphée décide de se consacrer désormais à l'amour des jeunes garçons. Un fragment de la légende raconte qu'Orphée s'éprend du jeune Calaïs. Cela déclenche la colère des femmes de Thrace qui le mettent à mort. Le tableau pourrait aussi évoquer le poème de Théocrite sur la légende de Daphnis, le berger qui aurait inventé la poésie bucolique. Rendu aveugle par une nymphe à qui il avait juré fidélité, il passa sa vie à chanter ses lamentations. De même, le tableau pourrait illustrer plusieurs passages des bucoliques de Virgile, où dialoguent et chantent les bergers d'une Arcadie heureuse. L'Arcadie est une région montagneuse du centre de la Grèce. Ses anciens habitants avaient la réputation de vivre une sorte d'âge d'or pastoral, sans convention, sans soucis, parfois sans vêtements. La musique et le chant étaient leurs principales occupations. L'idée d'Arcanie renaît à Venise au début du XVIe siècle. Un des plus grands succès de librairie du grand éditeur Alde Manus, l'Hypnérotomachia Polyphili, ou Le songe de Polyphile, publié en 1499, a été écrit par un moine, Francesco Colonna. Illustré de gravures, ce récit ésotérique raconte une quête amoureuse dans un décor pastoral semé de ruines antiques et d'inscriptions.
Il mêle l'allégorie spirituelle à l'apologie de l'amour charnel. Bocage, fontaine, nudité et musique inspirent sûrement Giorgione comme Titien. Dans la montagne, près de Trévise, les Vénitiens ont installé Catherine Cornaro, l'ex-reine de Chypre. Ils lui ont construit une petite ville idéale à Solo. À la cour se côtoient peintres, savants, érudits, poètes. L'humaniste vénitien Pietro Bembo, que fréquente Giorgione et qui deviendra plus tard l'ami de Titien, publie en 1505 Li Assolani, les gens d'Assolo, une série de discours de personnages allégoriques sur l'amour. Enfin, à la même époque, circule un autre grand succès de librairie, un poème du Napolitain Jacopo Sanazzaro, l'Arcadie, écrit en italien mais inspiré de Virgile. Dans un passage, le narrateur, Sincero, dialogue et joue de la lyre avec un berger, Carino. De nombreux éléments du poème pourraient correspondre au tableau. Virgile imaginait son Arcadie dans les campagnes de Mantoue. Les Vénitiens la situent dans les montagnes de Vénétie. Ils imaginent un retour à l'âge d'or, loin de la civilisation corruptrice. Dans cette Arcadie vénitienne, les musiciens, les poètes et les peintres forment une élite spirituelle. Le tableau idéal mêle ainsi musique, amour et nature. Luth et flûte. Les deux instruments étaient considérés comme incompatibles. Peut-être sont-ils présents justement pour signifier une opposition entre la flûte mâle et le luth femelle. Des corps nus dans la nature, creux et ombres, modulent de nouvelles curiosités, de nouvelles interrogations. Les plis et les nœuds des draperies semblent répercuter en écho les creux et les replis des corps. La peinture traduira désormais la dimension érotique de la beauté. Si le corps est traité comme un paysage, le paysage lui-même est un corps amoureux. En marge d'un dessin attribué à Giorgione, le joueur de viol, l'artiste a figuré un tronc d'arbre à relief féminin. Ce même arbre se retrouve à peine moins explicite dans le dessin qui montre un couple de musiciens. Dans le concert champêtre, le tronc de l'arbre derrière la fontaine s'incurve selon la même courbe que la femme nue. Les frondaisons des chênes sont massives et touffues, comme les cheveux du berger. Les vallonnements successifs de l'arrière-pays répercutent ce décor. Avec Giorgione et Titien, le paysage est devenu le lieu d'une métaphore érotique. Objet de fascination pour les visiteurs, le concert champêtre est aussi un tableau mythique pour les peintres. Et moi aussi en Arcadie, c'est la phrase que les bergers et les bergères de Poussin déchiffrent sur l'antique sarcophage. Les fêtes galantes de Watteau semblent rejouer, mais cette fois en costume rococo, les mêmes scènes de l'âge d'or. Manet, en 1863, donne du concert champêtre l'interprétation la plus célèbre, le déjeuner sur l'herbe. Si les femmes sont nues, c'est bien parce qu'elles se sont déshabillées et baignées. L'une d'elles est même en train de se laver. Il n'y a plus de nymphes ni d'allusions mythologiques. Le regard ironique sur une Arcadie de pique-nique n'empêchera pas l'image de continuer à hanter les peintres. Dans sa jeunesse, Cézanne exécute de mémoire une aquarelle rappelant les grandes lignes du tableau. Le concert champêtre et le déjeuner sur l'herbe sont à l'origine d'un petit tableau pastoral. Et le peintre revient avec obstination pendant toute sa vie sur le thème des baigneurs et des baigneuses dans une nature saturée de couleurs.
comme Matisse, qui le reprend, le développe et le nomme de façon explicite luxe calme et volupté, pastoral, le bonheur de vivre. L'image est née au début du XVIe siècle. Elle était peut-être déjà l'illustration d'une idée antique. Elle continue à vivre dans l'histoire des formes, comme le souvenir d'un rêve fragile, mais obstiné.